Bonjour tout le monde. Merci d'être là sur votre heure de lunch. On va commencer le webinaire à l'instant, donc démystifier l'information, le rôle des connaissances et de la pression sociale sur la consommation d'alcool. Je me présente, je me nomme Laurence Ruel, je suis chargée de projet dans l'équipe de substances psychoactives à la SPQ et c'est moi qui vais animer le webinaire d'aujourd'hui. Je vous présente aussi Kim, qui est directrice des projets pour l'équipe substances psychoactives. Kim, je te laisse brièvement te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment content de pouvoir vous retrouver, en fait, puis de mobiliser les personnes autour des questions de la banalisation de l'alcool. Donc, un beau projet quand même qui tire à sa fin, mais dont on souhaite quand même continuer les actions là, de façon proactive. Le contexte aussi est à propos. Cette année, il y a le renouvellement, entre autres au Québec, de la politique nationale de santé publique, aussi la politique de prévention gouvernementale en santé. Et il y aurait une stratégie de prévention qui serait lancée aussi donc prochainement dans le secteur de la santé. Alors, ce seront des étapes importantes justement pour pouvoir faire rayonner davantage d'actions là, pour contrer entre autres la banalisation de l'alcool, puis améliorer les politiques publiques en ce sens. Merci. Ça fait quand même une belle introduction là, pour le webinaire d'aujourd'hui. Je vous présente rapidement là, le plan. Donc, je vais vous présenter la SPQ rapidement, juste pour les personnes qui peut-être nous connaissent un peu moins, mais aussi la démarche dans quoi les webinaires. Donc, c'est une série de 3 webinaires là, dans quoi ça s'inscrit. Un léger portrait de la consommation d'alcool au Québec, voir où qu'on se situe. Une définition de la banalisation de l'alcool qu'on a faite avec nos partenaires. Bon, après, on va rentrer plus dans le vif du sujet, donc habitudes de consommation, culture, information, des pistes de solutions qu'on a élaborées avec nos partenaires et bon, une petite période de questions. L'ASPQ, c'est un organisme indépendant à but non lucratif. On réunit des partenaires, bon, des citoyens, citoyennes, mais aussi des partenaires organisationnels pour parler de santé durable et de la prévention pour une santé, bon, durable. Ce qu'on entend par là, c'est un environnement qui est plus sain, plus sécuritaire, et ça à très long terme. Je vous présente aussi, bon, dans quoi les webinaires s'inscrivent. Ça s'inscrit dans le grand projet Dialogue Alcool. C'est un projet qui s'est fait en 2 phases, donc 2022-2023, où on a réuni plusieurs partenaires, près de 33 partenaires de 11 régions différentes, pour parler, échanger sur les enjeux liés à la consommation d'alcool au Québec. Et de ces échanges-là, il y a 5 fondements pour soutenir les efforts collectifs de communication qui en sont ressortis. Et bon, après cette première phase-là, il y a plusieurs zones de convergence qui ont été identifiées par les partenaires. Et de là est découlé Dialogue Alcool, faire contrepoids à la banalisation de l'alcool. Donc, le sujet de la banalisation dans la société québécoise, est ressorti particulièrement et nos partenaires vont nous encourager à travailler là-dessus pour cette deuxième phase qui est en 2024-2025, donc qui se termine bientôt. C'est près de 42 partenaires, des personnes citoyennes avec des savoirs expérientiels aussi qui ont travaillé conjointement avec nous, des organismes autochtones pour décider c'est quoi les enjeux liés à la banalisation, faire une définition, parce que ce qu'on a vu dans la littérature, c'est qu'on n'a pas une définition claire et unanime de ce qu'est la banalisation de l'alcool. Et de là, on découle des infographies, des webinaires, des vox pop, des vidéos d'information que vous pouvez voir sur le site bon, ASPQ /dialogue alcool. Et on s'apprête aussi à lancer un état des lieux, donc qui va être plus exhaustif de la recherche et de nos discussions avec nos partenaires. Mais aussi, on travaille sur des recommandations là, qui sont encore sous embargo, mais qui vont être disponibles bientôt sur bon, qu'est-ce qui peut être fait là, sur le sujet de la banalisation de l'alcool. Si on commence un peu plus dans le vif du sujet, à quoi ça ressemble la consommation d'alcool au Québec? L'alcool, c'est la substance psychoactive la plus consommée au Québec. Si on voit, c'est 79% des Québécoises et des Québécois de plus de 15 ans qui ont consommé de l'alcool, selon l'étude de 2020-2021. Il y a des données un petit peu plus récentes qui commencent à sortir, mais la tendance reste relativement la même. Donc, la substance la plus consommée, au Québec. Et bon, le lien avec la culture, l'information, la pression sociale, vous allez le voir dans les prochaines bulles, c'est plus, bon, une personne sur deux qui rapporte que l'alcool est toujours ou souvent présente dans des événements au travail ou avec des proches. C'est plus de 2 personnes sur 3 qui considèrent que l'alcool facilite la socialisation.
c'est près du tiers qui considère que l'alcool contribue au succès d'un événement. Donc, on voit quand même l'omniprésence, on commence déjà à voir un peu la place qui est donnée à l'alcool. Et non négligeables, les motivations derrière la consommation, mais elles vont être multiples. Donc, ça passe de la socialisation au plaisir gustatif, à la recherche aussi de détente. Avec tout ça, on voit quand même que l'alcool a un traitement différencié et perçu différemment des autres substances psychoactives pour plusieurs raisons, entre autres dans l'encadrement ou même par le marketing. Mais ça, je vous invite à vous inscrire aux deux prochains webinaires qui vont porter sur ces sujets-là, mais aussi un peu dans l'imaginaire collectif qu'on a sur l'alcool. Avec nos partenaires, quand on a parlé de banalisation de l'alcool, on s'est dit en premier, ben, pourquoi pas le définir. Donc, c'est quoi les enjeux qui font en sorte que l'alcool serait banalisé au Québec et c'est quoi les liens, en fait, qu'on va pouvoir faire avec la pression sociale? Bon, ce qu'on en a déterminé avec nos partenaires et la recherche, c'est que la banalisation de l'alcool, ben, c'est un phénomène qui est quand même complexe. Et que c'est un processus où l'alcool va devenir courante, ordinaire, acceptée. Puis ça va se manifester à travers diverses expressions culturelles, donc sociales, mais culturelles, sociales, politiques, légales ou commerciales qui va rendre l'alcool grandement présente dans la vie quotidienne, presque même à oublier quelquefois qu'elle peut être là tellement qu'on est exposé. Ça va être omniprésent dans la vie quotidienne par divers médiums. On parle des événements sociaux. Bon, si on se réfère à la statistique, justement, que l'alcool est pratiquement toujours présente dans les événements, dans les traditions, dans les rituels, dans les médias, dans la publicité aussi. Donc, il va y avoir une exposition constante. Et cette exposition-là, elle est quasi exclusivement associée à des effets positifs. Donc, non seulement l'alcool va devenir ordinaire, valorisé, mais on oublie quelquefois de voir la notion d'enjeu de santé que l'alcool peut apporter. Dans tout ça, c'est quoi l'influence de l'information, en fait? Donc, parmi les recherches, mais aussi avec les discussions qu'on a eues avec les partenaires, c'est que l'information qu'on va recevoir, et ça de n'importe quoi, là, n'importe quel sujet, ça va modifier la perception qu'on va avoir de l'objet ou de la situation. Puis, en fait, c'est selon les informations qui vont nous être transmises, ça l'influence ou ça peut venir minimiser les risques qu'on perçoit dans la consommation d'alcool. Ce qu'on va appeler aussi des fausses croyances. Donc, on va adhérer à des idées qui sont peut-être justes, peut-être un peu moins justes dans certains cas, et qui vont venir soit influencer bon, notre quantité ou la fréquence de consommation. Et les études viennent nous le prouver. Donc, les personnes qui ont une perception qui est positive de l'alcool vont avoir tendance à consommer davantage d'alcool dans un même moment et aussi plus régulièrement. Et on voit la même chose chez les gens qui ont un peu moins de connaissances sur les enjeux reliés à l'alcool. Bien que bien qu'on informe les gens, que les gens peuvent même être conscients des enjeux, il reste quand même un élément important qu'une partenaire nous avait apporté, c'est le biais de confirmation. Donc, c'est même si les gens sont informés des enjeux, euh, certaines personnes peuvent avoir de la difficulté à les appliquer à elles. On prend par exemple, bon, que l'alcool est un facteur là, au niveau du développement des cancers. Ben, euh, certaines personnes peuvent dire, ben oui, je le comprends, mais pas à moi. Ça n'arrive pas à moi. Donc, ça peut venir rendre difficile tout ce qui est sensibilisation, prévention et la réduction des méfaits reliés à la consommation d'alcool. Je l'ai dit aussi, ben, l'alcool va être mis dans une catégorie à part des autres substances psychoactives. Ça va être vu parfois un peu moins à risque, avec un peu moins d'effets. Et ça aussi, ça va avoir quand même une grande influence. Je voulais aussi la statistique là, qui est en orange sur le PowerPoint. Donc, plus de 4 personnes sur 10 au Québec considèrent que l'alcool peut avoir des effets bénéfiques sur la santé physique lorsqu'il est consommé avec modération. On parle des effets positifs perçus hein, dans le PowerPoint et c'est important aussi de les nommer et de les reconnaître. Donc, un effet de désinhibition, désinhibiteur,
Ça aussi, pas le mot plus facile à dire. Mais moi, ce que j'appelle le lubrifiant social, l'effet relaxant, ça apporte aussi, bon, on arrive dans le circuit de la récompense aussi, dans tout ça. Euh, il y a encore des croyances que la science est venue nous démontrer le contraire qui persistent. On pense entre autres au verre de vin rouge qui va aider la santé du cœur. Les nouvelles données nous montrent que non. En fait, ce n'est pas ça. Euh, mais ça va quand même rester là, dans l'imaginaire collectif qu'on va avoir de l'alcool. Les impacts sont souvent sous-estimés aussi de l'alcool, donc on va en parler un peu moins. Donc sur la santé mentale, la santé sociale, donc au niveau de l'impact collectif, d'où pourquoi nous, en santé publique, on en parle. Et sans oublier que ben, c'est lié à plus de 200 maladies et blessures, ce qui est souvent un élément là, qui va être mis de côté. On pense juste au marketing encore là. On voit rarement les promotions de l'alcool qui vont parler des enjeux négatifs sur la santé. Ou encore, on est dans un événement social, il n'y aura pas d'informations sur le sujet quand on va consommer de l'alcool. La culture, elle, dans tout ça. Donc, l'alcool occupe une place particulière dans les cultures. Donc, la place que la culture va donner à l'alcool va venir influencer justement cette perception-là, euh, l'imaginaire collectif qu'on construit au fil du temps sur l'alcool. Et bon, tout ça va avoir un impact sur les comportements de consommation. Certaines cultures vont valoriser l'alcool en contexte festif, mais même au quotidien. On pense par exemple en cuisinant, sur l'heure du souper. Donc, tout dépendant de la culture dans laquelle on a grandi, on va avoir une vision différente de l'alcool. On revient au Québec, là, mais les célébrations comme le temps des fêtes qu'on vient juste de passer, il va y avoir souvent une présence de l'alcool. Les mariages, la Saint-Jean-Baptiste, c'est quand même un élément qui est très présent. Les rites de passage, bal de finissant, graduation, le rite de passage de l'adolescent à l'âge adulte aussi avec la famille. Ça m'emmène à parler des jeunes qui sont particulièrement exposés à la pression sociale de consommer par les réseaux sociaux, par justement les rites de passage, par la télévision aussi. Donc, il va y avoir cette présence-là qui est valorisée. On va dépeindre l'alcool comme étant glamour même. Et ce qu'on voit aussi dans la littérature, bon, c'est que les jeunes qui consomment pas d'alcool pourraient avoir plus de difficultés à socialiser, à développer des nouvelles amitiés, euh, parce que, bon, il y a un besoin d'intégration, d'être validé par ses pairs, donc qui pourrait venir influencer cette tangente-là. On a d'autres études aussi qui nous montrent, par exemple, que euh, le, notre réseau social va influencer notre consommation d'alcool. Donc, si on a un groupe d'amis, par exemple, qui consomme moins, ben, on va avoir tendance à moins consommer. Euh, mais quand les gens arrivent à certains stades, par exemple à l'université, bon, tout ce qui est question d'initiation et tout, ça va créer une pression sociale assez forte de soit devoir consommer, devoir commencer à consommer, même pour certaines personnes qui auraient peut-être jamais bu de l'alcool. Je vous présente aussi une petite statistique sur un sondage qu'on a mené avec la firme Léger, qui dit que 7 personnes sur 10 qui ont répondu à notre sondage considèrent qu'il est bien vu de consommer de l'alcool qui est produit au Québec. Donc, quand on parle de la place de l'alcool dans la culture, c'est aussi ça, dans l'identité sociale, dans l'identité culturelle qu'on a. Donc, de valoriser les produits du terroir comme argument de vente aussi et peut-être même minimiser les risques reliés à la consommation d'alcool. C'est important de rappeler qu'il n'y a pas de quantité d'alcool qui est sans risque, bien que les effets positifs perçus, là, comme j'ai parlé à la diapositive précédente. Mais il y a souvent aussi cette notion-là de boire des produits de meilleure qualité ou boire des produits locaux. La perception qu'on a de ça va être différente que boire des produits qui vont être un peu moins de qualité. Piste de solution. Donc, avec tout ça, après avoir mis tous ces éléments ensemble avec nos partenaires, on a voulu voir ben, comment on travaille sur cet enjeu spécifique-là de la banalisation de l'alcool. Donc, cette perception-là collective qu'on a.
Je vais vous poser une petite question avant de vous donner nos réponses. Mais selon vous, quelles sont les pistes de solutions pour pallier à la désinformation, le manque d'information sur l'alcool? Donc, je vous laisse un moment pour y répondre, se dégourdir un peu. Je sais que certains ou certaines d'entre vous, vous êtes sûrement en train de manger en même temps, là, peut-être c'est la pause dîner, mais juste taper là, rapidement, c'est quoi les pistes de solutions qu'on pourrait avoir à ce sujet-là? De comment on vient pallier à la désinformation ou le manque d'information sur l'alcool, bon, qui va venir influencer la consommation. Je peux peut-être vous partager en entendant nous, nos pistes de solutions là, qu'on a travaillé avec nos partenaires. Donc, premièrement, sensibiliser le secteur de la santé sur l'importance de parler de la consommation d'alcool lors des consultations. Donc, quand on prescrit de la médication, c'est quoi les impacts sur la santé physique et mentale? En fait, ce qui est sorti de nos discussions, c'est que parfois, étant donné que l'alcool est euh, vu de manière plus ordinaire ou même euh, on prend pour acquis l'information que les gens vont avoir sur le sujet de l'alcool, bien, le dialogue est peut-être pas toujours ouvert entre les professionnels de la santé et les patients. Donc, de vraiment venir ouvrir ce dialogue-là et de systématiquement poser des questions sur la consommation d'alcool avec un professionnel de la santé. Ensuite, on a poursuivre la prévention et la sensibilisation au-delà des milieux scolaires. Donc, on voit souvent que, ben, on va en parler au secondaire, justement, sur secondaire 5, proche de la définition, on va parler des méfaits de l'alcool. Mais par la suite, on sent qu'il y a peut-être une perte d'information. On voit, c'est 82% des personnes qui souhaitent une augmentation de la prévention et des ressources de soutien liées à la consommation d'alcool dans un sondage qu'on a mené avec la firme Léger. Donc, c'est quand même un enjeu qui intéresse les gens et on souhaite avoir plus d'informations. Ensuite, on a balisé les études scientifiques financées par l'industrie de l'alcool qui posent des enjeux de crédibilité et d'objectivité. Donc, encore là, dans l'idée d'assurer de l'information ben, qui est premièrement accessible à tout le monde, mais qui est aussi véridique, de s'assurer que ces études-là soient neutres et qu'on soit en mesure là, d'aller les partager par la suite pour informer le plus de personnes possible. Enfin, on a instauré un étiquetage des boissons alcoolisées qui véhicule des messages de sensibilisation et d'information sur les enjeux reliés à la consommation d'alcool. Ça, c'est un élément qui est ressorti aussi régulièrement. J'ai pas mis la statistique malheureusement, mais si vous allez sur le site de la SPQ pour la section alcool, dans nos sondages, on a un sondage justement qui va parler que les gens sont favorables à un étiquetage des boissons pour, entre autres, avoir euh, ben, le nombre de consommations sur la bouteille. Donc, est-ce que ça l'équivaut à une consommation ou à deux consommations, tout dépendant le pourcentage d'alcool qu'il y a dans le produit? Et aussi, c'est quoi les enjeux qu'il pourrait y avoir? On peut prendre le parallèle bon, des produits du tabac, où on va avoir de l'information dessus. Le système là, qui a été mis pour les produits du tabac est et questionné par certains aussi, puis de voir c'est quoi l'impact d'avoir ce genre d'informations-là, bon, qui peut sembler des fois un peu bousculant pour certains. Donc, c'est un élément qui serait grandement à discuter, je pense, avec la communauté, mais c'est quand même un élément qui est ressorti, bon, de dire, ben, pourquoi pas informer davantage directement sur les produits. Euh, je vais vous partager. Donc, on parle d'utiliser un langage vulgarisé, accessible, mettre fin au programme Inspire qui banalise. Je connais moins le programme Inspire, par exemple, mais j'aime l'idée de vulgariser, de rendre ça toujours plus accessible. Je pense que c'est la clé, hein, puis on le sait en santé publique, de venir prévenir, c'est par l'information. Puis ça permet aussi aux gens de faire des choix libres et éclairés hein, sur leur consommation. Donc, plus on a de l'information, plus on peut prendre les décisions qui sont les meilleures pour nous. Transmettre de l'information de source sûre. Effectivement, ça a été nommé aussi dans nos pistes de solutions. Former plus les intervenants, personnel du réseau de la santé et des services sociaux. Ne pas donner le sentiment de culpabilité aux gens. Discuter des impacts à court terme plutôt que le long terme. Super intéressant de parler, tu sais, de la culpabilité parce que
Le but, c'est pas de diaboliser la consommation d'alcool, c'est pas de diaboliser la substance, mais bien juste d'offrir un dialogue ouvert et le plus d'informations parce que justement, ça se voit avec peut-être d'autres substances psychoactives qui vont être plus stigmatisées. Bon, ça rend difficile l'intervention, la sensibilisation pour les personnes utilisatrices de ces substances-là. Donc oui, ne pas donner le sentiment de culpabilité, oui, c'est de garder ce dialogue-là ouvert, pas diaboliser. Publicité sur le sujet, sensibiliser à plusieurs niveaux, plus de prévention, information sur les étiquettes comme le tabac, engager des discussions honnêtes et vulnérables, faire appel aux médias, super intéressant, prévention en classe, contre-information, valorisation de la sobriété. C'est vraiment des super belles réponses. Merci Gladys d'avoir partagé. Euh, ça recoupe beaucoup avec ce qu'on a trouvé, là, en fait, ce qu'on a partagé avec nos partenaires. Justement, je vous parlais de notre état des lieux qui va être un peu plus exhaustif, qu'on va lancer là, d'ici fin février, mais vous allez retrouver beaucoup des pistes de solutions et des recommandations qu'on a trouvées de la littérature ou encore avec nos partenaires, là. Le temps file. Je nous propose une petite période de questions dans la section questions-réponses. Donc, si vous en avez pour nous, si jamais vous êtes en feu et que on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, là, on va pouvoir les conserver et vous les envoyer par la suite. Je vais juste tu sais, vous repréciser, là, vous avez le code QR pour la page Dialogue Alcool. Donc, vous allez retrouver tous les outils qu'on a fait en ce moment avec nos partenaires, autant de la phase 1 de Dialogue Alcool que la phase 2, donc sur la banalisation plus spécifique. Plein d'outils, vidéos, vox pop, fiches synthèse aussi, fiches d'information sur les trois grands thèmes qu'on a justement pour les webinaires. Vous avez des fiches synthèse qui sont rattachées qu'on va pouvoir vous envoyer par courriel par la suite. Je vous invite aussi peut-être à prendre en note notre adresse courriel, donc substance au pluriel @aspq.org. Si jamais vous êtes intéressé à nous écrire pour parler des projets que vous avez en ce moment sur l'alcool, mais sur d'autres substances aussi, des questionnements que vous avez, si vous voulez discuter avec nous plus longuement, ça nous fait vraiment plaisir de prendre ce moment-là, qu'on se téléphone, donc n'hésitez vraiment pas. Je vais poursuivre. Si jamais il y a des questions qui viennent là, un peu plus tard, gênez-vous pas à les écrire. Je vais vous parler des prochaines étapes. Donc, je ne vole pas de punch, je vous le dis depuis le début. On a encore deux webinaires qui vont avoir lieu en janvier, donc la semaine prochaine, le 23 janvier, sur l'encadrement de l'alcool au Québec et sur le marketing sur les habitudes de consommation le 27 janvier prochain. Même formule, même heure. La différence, c'est que je vais avoir des invités. Donc, pour l'encadrement, Marianne, donc, qui est l'avocate qui travaille avec nous à la SPQ, spécialisée bon, sur l'encadrement de l'alcool, entre autres, là, une très grande expertise là-dessus. Et marketing, on va avoir Mass Critique, donc un OBNL qui travaille sur le marketing durable. Je vais avoir une petite question. Est-ce que la possibilité d'afficher le nombre de consommations standard que contient une canette ou une bouteille est envisagée pour le futur? Niveau politique, je sais pas, Kim, est-ce que je sais que c'est envisagé par beaucoup de partenaires et beaucoup d'intervenants de terrain. C'est quelque chose qu'on pousse aussi là, avec plusieurs partenaires, mais niveau politique, je pense pas, Kim. Ben, en fait, c'est super intéressant parce que dans les dernières semaines, on a été sollicité beaucoup en début janvier, entre autres au retour des fêtes, parce que finalement, le médecin en chef aux États-Unis avait nommé son intérêt à pouvoir mettre des messages d'avertissement là, en lien avec le cancer et l'alcool sur justement les contenants de produits alcoolisés. De notre côté à la SPQ, là, on fait la recommandation justement d'ajouter plus d'informations considérant les impacts possibles sur la santé. Donc, c'est certain que l'étiquetage qui inclurait le nombre de verres standards serait certainement une super bonne recommandation à mettre de l'avant, là. Donc, on la note aussi chaudement. Puis, c'est vraiment ressorti aussi avec les partenaires, les personnes citoyennes qu'on a mobilisées autour du projet. Donc, c'est clair que dans les prochains mois, en fait, comme on disait, il y a plusieurs politiques là, qui sont quand même en cours de refonte cette année. Donc, de notre côté, on va vraiment s'affairer aussi à soumettre des recommandations, puis vraiment mobiliser là, des parties prenantes pour voir qu'est-ce qui pourrait être intégré au niveau vraiment des politiques publiques en alcool, ce qui comprend l'étiquetage.
Il y a aussi une communauté de pratique CAPE, en fait, qui est pan-canadienne, qui se penche, entre autres, dans un des comités là, au niveau justement des notions d'étiquetage. Donc, je dirais qu'il y a des démarches qui se font déjà au niveau fédéral avec certains appuis politiques aussi à ce niveau-là, mais c'est certain que c'est un souhait pour nous dans les prochaines années de potentiellement pouvoir voir cet affichage-là, au même titre que d'autres substances psychoactives, et d'ailleurs des recommandations qui ont été faites dans les plus récentes réformes légales, par exemple avec la loi encadrant le cannabis. Là. Donc, effectivement, un très bon point à soulever. Merci. Le temps file, il nous reste 1 minute. Je ne vais pas prendre trop de votre temps non plus pour vous laisser le temps de vous reposer avant de retourner travailler. Je vais juste aussi vous rappeler, ben, vous dire qu'on va avoir un questionnaire de satisfaction qui va automatiquement être envoyé quand vous allez quitter la rencontre. Donc, c'est une page web qui va s'ouvrir. C'est super rapide à répondre. Ça va juste nous permettre de s'ajuster un peu pour les prochains webinaires ou même pour d'autres formules de période d'information là, euh, comme ça qu'on fait aujourd'hui. Donc, ça va être vraiment aidant pour nous. Euh, je vous le redis, n'hésitez pas à nous écrire s'il y a quoi que ce soit et on espère aussi vous voir dans les 2 prochains webinaires ou entendre parler de vous euh, dans vos projets. Voilà, donc merci tout le monde. Merci Kim. Merci pour votre présence. Merci à Laurence pour l'animation, là, puis au soutien technique de l'équipe. Donc, on reste en contact. N'hésitez pas vraiment à nous lancer des perches là, si jamais vous avez des questions ou des idées de projets sur lesquels on peut être soutenant de notre côté. Merci à tout le monde. Au revoir.